Merci beaucoup Muriel, et tu vas pouvoir t'asseoir parce qu'on va passer maintenant à une table ronde qui va donc rappeler Sally Bushell aussi, ainsi que Margarida Romero, qu'on ne présente plus, professeure au laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation à l'Université de Côte d'Azur, et aussi Loïs Bila, maîtresse d'enseignement en communication à la HEP Fribourg et membre de notre Game Lab Uni le PFL, qu'on entendra aussi tout à l'heure sur les questions de Teaching Video Games. L'objectif de cette table ronde est aussi de vous donner la parole à un certain moment. On n'est pas en avance sur le timing, donc on va voir un peu comment on va faire, mais si jamais il y aura un espace aussi pour continuer les échanges. Bonjour Loïse. Voilà, bonjour tout le monde. Donc peut-être on a déjà entendu un peu vos activités, Sally et Muriel, mais je voulais donner juste vos titres et fonctions, Loïse et Margarida, mais peut-être juste vous entendre un petit peu sur ce qui vous occupe maintenant. Margarida, peut-être tu veux nous dire en quelques mots ce qui te mobilise actuellement. Je crois qu'il y a des micros qui sont juste à côté de vous. Ah. Voilà, exactement. Désolée, dans un événement numérique, et puis trouver les micros. Donc, Margarida Romero, donc je travaille à la croisée entre les sciences de l'éducation et les sciences du numérique. Donc actuellement à l'Université Côte d'Azur. Et j'ai le plaisir aussi de collaborer avec quelques collègues ici, dont Caroline Duré, qui travaille en ce moment sur les activités de co-conception pour aider les enseignants à intégrer le numérique en éducation. Et dans le cadre du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, un des aspects sur lesquels on est en train d'avancer, c'est les rêves des sciences de l'éducation computationnelle, mais peut-être on nous dira après. Qu'on en parlera après. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on a tous un peu des micros à côté de nous, hein, sauf faire... Non? Ah ouais, on en a un là. Ok, très bien. Bon, alors moi, j'en ai pas besoin. Et donc, Loïse? Oui, Loïs Bila, merci de m'accueillir. Je suis maîtresse d'enseignement à la HEP Fribourg en communication, mais j'interviens ici en tant que membre du Game Lab Uni les PFL, puisque je vais parler de notre projet Teaching with Video Game, qui est financé par le Collège des Humanités ici à l'EPFL et par le FNS via un fonds Agora de médiation scientifique, qui avait deux buts vraiment. C'est de transposer d'une part le savoir académique sur les jeux vidéo dans la formation post-obligatoire dans le canton de Vaud, et deuxièmement, d'utiliser le jeu vidéo comme moyen d'enseignement qui favorise des apprentissages, toujours en regard des différents plans d'études cadres de Suisse romande. Nous avons 6 ateliers budgétés, nous en avons déjà implémenté 4. Pour le moment, les savoirs disciplinaires qui sont convoqués sont l'analyse de texte, les sciences de l'environnement, l'informatique, la sociologie, l'histoire et la communication multimodale. Magnifique, merci beaucoup Loïse. J'en profite pour saluer aussi, il y a une autre personne qui est sur cette estrade, c'est donc Loris Rima, qui est bientôt assistant chez nous, qui a fait un mémoire sur Doom, donc vous voyez qu'on reste tout à fait dans ce genre de thématique. J'ai essayé. Juste peut-être pour commencer par un petit aperçu, donc là on a bien entendu Muriel, tout ce long parcours en fait qui a été le tien du côté de la thématique des jeux vidéo. Ces jeux vidéo en fait sont apparus de plus en plus dans ces 2 journées, donc ça a l'air de devenir vraiment un sujet un petit peu incontournable aussi dans le domaine des Digital Humanities. En tout cas, c'est le cadre qu'on a choisi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tu as cette longue histoire finalement de vécu des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces années et qu'est-ce que tu vois comme transformation sur le jeu éducatif notamment? Oui, en fait, j'ai connu l'avènement du jeu éducatif, on peut l'appeler comme ça, avant même qu'il n'y ait des logiciels éducatifs, au moins sur la scène française. Avant, il y avait des livres qui avaient été numérisés et qui... c'était une retranscription fidèle des livres en numérique. Donc il n'y avait pas d'interactivité. Ça, c'était des années 80, fin des années 80. Et puis, il y a eu le travail de Cocktail Vision
notamment donc la bosse des maths, qui pour la première fois désacralisait les mathématiques et en faisait une matière ludique. Donc il y avait de l'interactivité, c'est-à-dire qu'on demandait à l'utilisateur de progresser, de faire grimper de faire grossir sa bosse des maths avec des activités très ludiques. Du coup, on commençait à voir apparaître ce qu'on appelait l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité de dialoguer, la possibilité de dialogue entre l'utilisateur et la machine et le scénario. Et puis donc, comment dire, c'est ce qui a fait le succès, en tout cas, d'ADDIE, accompagnement didacticiel intelligent, c'est que pour la première fois, on créait un personnage virtuel qui établissait un lien affectif avec l'apprenant grâce à c'était le début, des règles d'intelligence artificielle qui s'adaptaient à l'activité, à la réaction finalement de l'utilisateur. Donc ça, c'est un premier critère de succès. Le deuxième critère, c'est que ce petit personnage virtuel n'était jamais censeur, c'est-à-dire qu'il ne réprimandait jamais l'utilisateur comme le ferait un parent mécontent d'une mauvaise note ou un enseignant. Donc toujours encourageant, même en cas de mauvais résultats. Alors ça a été vraiment le plus produit. Et puis, il était très bavard, notre personnage virtuel, et il permettait aux joueurs de créer son avatar aussi. Ça, c'était une première. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas avant. Et puis, une quatrième chose aussi qu'on a mis en place, c'était les classes virtuelles. C'est-à-dire qu'on pouvait réserver des créneaux horaires pour pouvoir se rendre dans une classe dite virtuelle à tel point, enfin, elles étaient automatisées, mais à tel point réelles que les utilisateurs croyaient qu'il y avait des enseignants derrière, alors que c'était tout simplement automatisé. Et il y avait même des cancres dans la classe qui lançaient des avions virtuels pendant la classe. Donc voilà, ces 4 éléments ont été des succès forts, enfin disons porteurs de succès pour cette gamme. Donc on aura connu les fameux secrets du succès d'ADDIE dont on parlait hier soir. Tu évoquais qu'au départ, en fait, on a eu cette numérisation des livres, et puis je sais que, étonnamment, les écoles, c'est pas forcément les partenaires directement privilégiés, c'est pas forcément simple. Sally, peut-être dans les échanges qu'on avait eus, tu me disais que pour le projet que tu nous as présenté, en fait, ça n'a pas été facile d'entrer dans les écoles, mais que tu as dû aller chercher d'autres partenaires. Oui. Can I ask a question of Muriel? Yeah, first? Sure. Just so something which I think I wanted to ask you was your project deals with a problematic area historically, difficult. In examples, so is the games, it's like interactive in the present, but passive in the past when you watch a more troubling story? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ok, je sais. Quelqu'un peut traduire? Oui, vas-y. Bon, je ne suis pas certaine d'avoir... Mais voilà, donc Sally, je pense qu'elle pose la question de la temporalité du jeu. Donc, elle traite d'un passé problématique, mais tout en engageant l'usager dans les présents. Donc, c'est passif? Oui, passif. Sur le passé historique? Oui. Parce que c'est problématique? Ah, est-ce que c'est... Ah oui. J'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qui est problématique? Parce que c'est... le jeu, c'est interactif, normalement. Oui. Mais quand vous avez dit l'historique, il change... But just go in English. L'image change, mais aussi, est-ce que... the user, c'est passif? C'est passif pour le pass prochain?
C'est une distanciation. Yeah, so it's interactive in the present, but is it passive in the past because it's a problematic story? Ah, ok. Parce que dans le jeu, dans les séquences que tu nous as montrées, dans la 3e, la partie qui est dans le passé, qui fait référence, c'est une partie passive. On voit juste des séquences qu'on débloque. Et la question de Sally, c'était est-ce que en fait ces séquences-là ne sont pas jouées justement parce qu'elles sont problématiques, et donc on fait que les regarder? Est-ce que c'est parce que ça fait référence à un passé difficile? Ah oui. Ce choix de ne pas passer par l'interaction dans ces séquences-là. Oui, effectivement, c'est la question de la mémoire que je voulais mettre en image et montrer que la mémoire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est fixe, c'est figé, ça nous fait souffrir, mais il faut quand même la regarder en face. Okay. Il faut quand même regarder en face ces souvenirs, donc il faut passer par le storytelling. C'est pour ça que j'ai construit de manière narrative ce passé qu'il faut reconstituer. Parce que je pense que l'histoire ne peut pas être changée, il faut vivre avec, mais il ne faut pas avoir non plus peur de la découvrir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cancel culture, justement parce qu'on veut abolir cette mémoire, mais je pense qu'il faut la regarder en face, il ne faut pas détruire. Il ne faut pas casser, je suis contre le massacre des statues, mais il faut les comprendre et mieux les resituer dans notre présent. Voilà. Ouais. C'était donc bel et bien une distanciation. Non, c'est très intéressant. Et du coup, pour revenir peut-être à cette question sur les partenaires, donc pas les écoles directement, mais plutôt les bibliothèques, d'après ce que tu avais l'air de dire. J'ai quelque chose à dire justement, parce que nous avons essayé d'entrer au ministère de l'Éducation nationale avec nos productions, et personne n'y croyait, on ne croyait pas à l'interactivité, c'était tout nouveau, on était habitué aux livres, donc quelque chose de statique. Donc tout ce qui bougeait, ça commençait à devenir un petit peu insidieux. Donc on a décidé de se passer des écoles, se passer du tampon d'utilité publique, du ministère, et de rentrer dans les maisons, finalement, puisque ça commençait à démarrer les ordinateurs personnels. Donc on s'est dit, on va créer de l'accompagnement, donc on va rentrer insidieusement dans les maisons et dans les écoles aussi, avec nos produits. Et c'est comme ça que ça a marché. Parce que ça a été, accepté et même plébiscité par les étudiants eux-mêmes, finalement, les écoliers eux-mêmes. Voilà. Donc la question de l'accès, elle est effectivement fondamentale. Okay, so audience, really, who you're making for, So with the Litcroft, initially we were making it for schools, for use in school. It worked very well in school. But I guess one barrier was teachers. So older teachers particularly would often say, I don't know how to do it. And so I say, you don't need to know how to do it. All of your children will know how to do it. And there is somewhere in your class, there is someone who's an expert in Minecraft, I promise you. And you will find this person. And actually, often this person is a child who is normally a difficult child who doesn't do well. Suddenly, they're really good at Minecraft, quite often. But still, older teachers are like, no, not for me. And I understand that, of course. I have the same problem at university level. I'm not that confident to deliver. And also, obviously, in the UK, the curriculum is very prescribed now, and there's many tests at all ages, and so there isn't the same freedom. So we found schools to work with, and it went very well. But I had a link with the British Library, and so I gave a talk at quite a useful symposium where there were many librarians from around the country. And I didn't have high hopes, really. I was just like, I'll show it to them, So I showed it to them, and where teachers were a bit like, we like it, but I don't know, The librarians were like, oh my gosh, Because, again, I don't know if it's the same in Switzerland, but the libraries in the UK
already were reinventing themselves as a digital space very much. Because, and of course, logically now, I'm like, okay, it's obvious. But, so they were often using the library as a coding club or things like this. But what they didn't have was something digital that related to the library, that was about books. Because there isn't much, literary. So when they saw my project, oh, it's about reading, and we can run the thing, then take them around the library. So for them, it was kind of like such a big win. And I just didn't really, I didn't realize, you know, where the libraries were. Right. And at some libraries, so Leeds in the UK, were very advanced. They had like a whole digital strand, you know, many activities. So they were very ripe. They were ripe for it, whereas the teachers had to be kind of converted. Ouais. Justement, ça nous fait une jolie transition. Loïse, toi, tu travailles justement sur cette question d'intégration. On a vu là dans ce que dit Sally qu'il a fallu mobiliser parfois les élèves eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait hein, finalement à la relation pédagogique, le fait de mobiliser des jeux comme ça dans l'école et dans la classe? Oui, ça me parle beaucoup parce que les premières expériences que j'avais fait aussi avec un jeune public, c'était surtout en bibliothèque. Pour les mêmes raisons que tu soulignes, Sally, c'est vraiment cette ouverture où voilà, la bibliothèque est devenue plutôt un lieu d'usage multimédia. Et dans les écoles, notre plus grand défi avec nos Teaching with Video Games, c'était pas vraiment le jeu. Si vous regardez les méthodes, surtout dans les petits degrés, maintenant le jeu, c'est quasiment la majorité des méthodes. Nous, on s'adresse effectivement au post-obligatoire. Donc, on doit un peu réintroduire cet aspect ludique qui a tendance à disparaître des programmes. C'était un premier défi. Mais deuxièmement, le deuxième défi, c'est qu'on n'a pas voulu utiliser de serious games, dans le sens où on ne voulait pas utiliser des jeux qui avaient été développés, designés dans un but d'apprentissage, mais plutôt voir en sélectionnant vraiment de manière précautionneuse des jeux, d'une part des jeux indépendants, avec des regards un peu plus critiques ou autres, et puis des jeux très grand public, parfois même Red Dead Redemption 2 par exemple, mais en l'encadrant dans un dispositif réflexif. Donc on arrivait avec des pratiques auxquelles les élèves étaient plutôt familiers dans un cadre extrascolaire. Donc il a fallu en fait mettre en place des dispositifs pour défamiliariser ces pratiques ou ces connaissances a priori que les élèves avaient de ces jeux grand public ou indépendants, pour les refamiliariser en leur faisant prendre conscience de toutes les compétences qu'ils mettaient en jeu pour parvenir à progresser dans ces jeux, afin aussi d'arriver à légitimer beaucoup plus ces pratiques dans le cadre scolaire, en fait. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a toujours cette crainte quand même assez diffuse chez les enseignants-enseignantes, même si on parle en fait du tournant numérique. Pour la plupart d'entre eux, arriver avec du numérique dans leur programme, c'est toujours quelque chose qu'il faut ajouter en plus. Il n'y a pas le temps, il y a le programme, on nous dit de faire du numérique, alors qu'on doit aller de plus en plus vers l'analyse des œuvres multimodales, notamment, dont tu as parlé, Sally, aussi dans ta présentation, et ça passe aussi par ce type de médium. Mais sur la question, en fait, de qu'est-ce que ça fait d'amener le jeu en classe, dans les premières expériences qu'on a tentées, et puis dans les questions qu'on se posait, je pensais intéressant aussi de voir qu'est-ce que la classe apporte au jeu. Parce que pour nous, en fait, le fait de jouer dans un contexte de classe avec un dispositif qui contient donc un intervenant enseignant qui médiatise le rapport entre les élèves et les jeux, un enseignant responsable de classe qui est aussi présent, qui peut aussi être là en cas de soutien, mais aussi le développement d'un matériel pédagogique sous forme de fiches, sous forme d'exercices, d'accompagnement. Et l'ancrage de ce type de jeu non sérieux dans un contexte de classe, un contexte d'apprentissage démocratique, où on a un collectif hétérogène qui doit apprendre ensemble, en fait, avec des élèves de parcours différents, d'opinions différentes, doivent en fait finalement nous permettre d'expérimenter une pratique plutôt inattendu du jeu vidéo, qui devient donc un moyen d'apprendre ensemble autour de l'interprétation du jeu, de sa manipulation, de tester des hypothèses, de faire face à des choix éthiques, des choix stratégiques et les tensions qu'ils révèlent ensemble, de s'entraider face à un objet qui résiste en fait, et pour reprendre les mots de Philippe Mérieux, de fabriquer ensemble du commun, où ce type de jeu devient une interrogation, clairement, pour les élèves, et donc le début de toute entrée dans la connaissance. Okay. J'ai une question. Est-ce que tu n'as pas rencontré, est-ce que vous n'avez pas rencontré le projet, la peur de l'enseignant justement d'être remplacé par le jeu vidéo? Et deuxième question, est-ce que ça n'est pas contradictoire d'insérer du jeu qui aurait pu être autonome à l'intérieur d'une pratique collective, enfin
Oui, justement, la pratique collective permet en fait aux élèves aussi d'apprendre à négocier entre eux, de développer en fait des compétences de sociabilité, parce que généralement, ces types de pratiques de jeu se font entre groupes affinitaires ou seuls. Donc on voulait vraiment faire entrer cet objet dans ce que la classe permet en fait en termes d'exercice à la citoyenneté. C'est très intéressant parce que moi je n'ai pas vu les choses sous cet angle. On retourne un peu le regard. Tout à fait. Et la peur de l'enseignant d'être remplacé? Alors d'être remplacé, c'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir être là un petit peu comme dispositif à la carte, où on intervient avec des enseignants qui nous réservent. Mais du coup, il y a ce côté un peu, on est en parenthèse, on est une petite parenthèse par rapport au programme qui est compliqué, mais on a envie de leur donner envie de leur montrer avec des séquences pédagogiques comment en fait ils peuvent intégrer ce médium dans leurs enseignements, en arrivant, en leur donnant envie. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des dispositifs où les élèves interagissent en même temps avec nous en tant qu'enseignants intervenants et avec le jeu qui est en train de se développer. Et on a remarqué que ça fonctionnait bien. Et on s'est dit qu'une hypothèse qu'on avait, c'était vraiment où on voit les élèves qui interagissent, qui aident en fait leurs camarades qui tiennent à la manette, par exemple pour réaliser, ils devaient réaliser des actions diégétiques, extradiégétiques, de la machine ou des personnages de l'intérieur du jeu. Et puis, les élèves non-joueurs aidaient très volontiers leurs camarades, mais aussi continuaient à répondre aux questions de l'enseignant-enseignante. Ils avaient vraiment une attention double, en fait. Il n'y avait pas un remplacement des consignes du jeu de l'enseignant. Il y avait vraiment ce double regard, et on s'est demandé si ce n'était pas aussi à cause de l'explosion des pratiques de streaming du jeu depuis le confinement, où ces jeunes ont développé cette capacité à la fois d'interagir avec quelqu'un qui joue, d'être spectateur de ce fameux jeu secondaire en fait, et d'avoir du plaisir à regarder quelqu'un d'autre jouer et participer par un échange. Et ça, c'était vraiment une surprise en fait de la recherche appliquée. Je crois que ces perspectives ouvrent beaucoup de portes. Peut-être, Margarida, là, on a parlé des usages qui sont vraiment ceux de mobiliser le jeu vidéo. Alors, on pourrait prendre le jeu vidéo comme objet d'étude à proprement parler, comme on étudierait un texte ou un film ou une photo. Toi, tu travailles aussi sur la création de jeux comme stratégie pédagogique. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelque chose à ce sujet-là, peut-être comme type de compétences qui sont développées dans ce cadre et autres? Oui, tout à fait. Et en fait, on était en train de bavarder pendant la présentation de Sally, parce que ça rejoint cet aspect avec Caroline, avec cet aspect de co-création, parce qu'on s'est dit en fait que justement en tant que objet, les jeux peut être aussi un élément qui soit peut être un élément qui donne lieu à la co-création. Et même ce que nous, on fait, et on avait commencé à l'Université Laval au Québec, c'est engager les apprenants de tout âge, donc, et même en contexte intergénérationnel, donc parfois des petits avec leurs grands-parents, dans des contextes formels ou informels, dans la création de jeux. Et donc, bien sûr, on n'arrive pas aux productions de Muriel, donc on est très loin de ça, mais ce qui nous intéresse, c'est justement la démarche d'analyse, parce que quand un enfant va faire un jeu, il doit s'approprier des sujets, donc il va rentrer dans ces processus d'empathie, de compréhension, d'enquête sur un domaine, il va modéliser, il va se poser les questions de comment je peux développer ces jeux-là. Si on va sur les numériques, ça va lui demander des compétences numériques et même de la pensée informatique s'il doit réfléchir à créer un artefact, un programme ou même à engager des dispositifs de microélectronique ou de robotique ou autre. Et c'est cette démarche-là qui nous intéresse, c'est celle de considérer qu'au-delà de la consommation, on peut être dans des démarches de co-construction dans lesquelles l'élève, on lui fait comprendre pas uniquement les domaines des connaissances qu'on souhaite aborder dans les objectifs pédagogiques qu'on est en train de travailler, mais également on l'aide à s'approprier des jeux en se disant, voilà, on va soulever les capots et on va se dire que on va mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, et un jour on va rêver et on va devenir des Muriel. I think what is very interesting, that the co-creation, I moved towards that because it's about change. Yeah, like you say, changing the dynamic in the classroom.
And even with the as it is, it's quite structured. It's still teacher led. But then once they get into the game, they're doing whatever they're doing whatever they want. It's not And so I wanted to free that up, so they have ownership of what they're doing in the game world, which I think is really interesting in the classroom. And so I want to film them as well. But I guess just coming back to the space, the spaces that one uses, the classroom space is always predetermined in practical ways. That's why we use iPads, actually, we can go straight in. But also, obviously, pedagogically. The library is not. But I'm also very interested in having when we do the project, I want to do the classroom co-creation, but then also have a club coming out of this, an after-school club, Literary Minecraft, where they can build then they can just build their own worlds, and we can help them do that. So I think thinking about, again, Minecraft, this works very well for, the different spaces in which you can use it. Always they're positive. In the classroom, of course, they say they can't believe we're allowed to play Minecraft in the classroom. They can't believe it. But actually, they're quite happy then to come after school and do it. So I think this is very interesting to think about, even using the same platform in different spaces, and the children always connect positively. Boundary crossing. Yes. Yeah. On sent que la discussion pourrait continuer très très longtemps, hein, mais j'aimerais profiter peut-être, juste avant de donner la parole à la salle, de vous demander comme ça en quelques phrases, de nous donner ce qui vous semble être les futurs défis, parce que vous savez qu'on parle beaucoup d'innovation dans ces champs, ça fait des années maintenant qu'on parle aussi de l'intégration de l'utilisation du jeu vidéo, c'est vraiment en train de bouger et c'est en train de se répandre, tout ce qui se passe du côté de l'Université de Lausanne et du côté de l'EPFL le dit aussi, et donc maintenant si on faisait une espèce de petit essai de futurologie, si on voulait regarder demain, qu'est-ce qui vous semblerait être les nouveaux défis, peut-être l'une après l'autre, du côté soit de l'utilisation du jeu vidéo, soit de sa mobilisation, soit de la création? Nous, c'est vraiment la question en fait de l'obsolescence quasi programmée aussi parfois, malheureusement, de certains jeux ou certains accès. Étant donné que monter un atelier prend vraiment du temps pour trouver en fait les jeux qui sont proches des concepts sur lesquels on a envie de travailler, vu qu'ils ne sont pas développés pour ça. Et puis établir donc la composition de la valise pédagogique, le matériel qu'on doit apporter est très important, surtout face à la tendance actuelle à la dématérialisation des jeux, au cloud gaming, à la question des DLC, où il faut toujours avoir le même identifiant, qui fait les mises à jour, qui gère tout ça. Et nous, en fait, parmi les solutions qu'on a trouvées, c'est d'une part privilégier les jeux physiques, privilégier les jeux, même au niveau des jeux indés qui n'ont pas des copies physiques, plutôt des jeux téléchargeables sans ces fameux DLC qui bloquent. Réunir les ressources, là on a 3 valises pédagogiques pour 6 ateliers, et puis aussi au niveau des consoles, acheter du matériel robuste le plus possible et de seconde main, et aussi essayer vraiment d'insister pour que les institutions aient aussi surtout des budgets d'entretien en fait de ce matériel, au lieu d'avoir le côté on jette et puis on rachète, et puis l'utilisation aussi de consoles rétro solides, moins gourmandes en énergie, ce qui permet aussi de surprendre les élèves et puis d'avoir un aspect plus inclusif face à des appareils qu'ils connaissent moins. Mais c'est clair que pour nous, c'est vraiment cette question énergétique. Lorsqu'on utilise ces outils-là, on a vraiment envie que ce soit un plus dans l'apprentissage. Vraiment, on se dit, on prend ça parce qu'il y a la question de la simulation. On ne va pas prendre, par exemple, la série The Assassin's Creed pour jouer au jeu des 7 différences avec la représentation de la Révolution française. Ça, on peut le faire avec d'autres médiums. On se dit, si on fait ça, quelque chose qui est gourmand en énergie, avec la question cruciale actuelle, on ne peut pas détourner le regard en fait, de ces questions-là. Et ça doit être vraiment, pour nous, en tout cas, à la racine de la pertinence de l'usage de ces moyens. L'obsolescence, on retient cette thématique. Muriel, qu'est-ce que tu vois comme... Moi, je suis plutôt partisane d'un travail en autonomie de l'apprenant, donc sans l'enseignant. Et lorsque j'ai travaillé sur la 5e version d'ADI, oui, ADI 5, j'ai travaillé en étroite collaboration avec des enseignants. Et tout notre travail a été de voir comment on pouvait autonomiser cette approche en détectant déjà c'est une méthodologie qu'on mettait en place, en détectant les faiblesses et les forces de l'apprenant au départ, donc la détection des préacquis, ensuite l'exercice pour apprendre une notion, ensuite
l'approfondissement de cette notion et après le réinvestissement dans le concret. Donc, plutôt une mise en place via l'intelligence artificielle, d'une manière autonome de faire travailler l'apprenant. Donc, je pense que le futur va aller dans cette direction, en tout cas dans une partie des productions. Et puis, une dernière chose qui me fait un peu peur, par contre, c'est-à-dire que la limitation des écrans, parce que nous avons sorti une gamme quand même qui s'adresse aux petits entre 4 et 7 ans. Or, aujourd'hui, avec le problème des écrans qui font du mal, manifestement, aux enfants, il va y avoir une réduction de plus en plus, et les parents d'ailleurs vont être très réfractaires à ce que leurs enfants de 4 à 7 ans utilisent les écrans. Donc là, il y aura un problème, je pense, d'usage de ces produits. Ouais. Super, merci beaucoup. Margarida. Merci. Donc, la première idée, ça va dans les derniers sens, mais dire, en fait, on a beaucoup de parents, bien sûr, qui sont très inquiets du numérique, mais souvent, nous, à l'information des enseignantes, c'est qu'on leur dit, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Donc, face à l'écran, on peut être en consommation ou on peut être en création. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur la qualité des usages du numérique et donc à travailler donc justement dans les démarches aussi bien en éducation formelle qu'informelle pour engager des démarches créatives du numérique en éducation et qui permettent aux élèves de développer des compétences numériques adaptées au monde d'aujourd'hui. Donc, ouais, c'est essentiel aujourd'hui, comprendre qu'est-ce qu'un algorithme, comprendre qu'est-ce que la donnée, comment ces données sont gérées, et démystifier cette chose qu'on a appelée intelligence artificielle et qui n'est peut-être pas intelligent. Donc, tous ces éléments sont à démystifier. Ça, c'est un gros enjeu et côté Université Côte d'Azur avec les collègues de l'INRIA et en collaboration aussi avec des collègues à l'HEP de Vaud et avec d'autres collègues, il y a des chantiers très importants d'acculturation au numérique, des initiatives comme la Maison de l'intelligence artificielle donc à côté de Nice, que vous êtes invités à venir. C'est une sorte de lieu public pour acculturer à l'IA, mais des programmes très intéressants au canton de Vaud. Donc Caroline Duré avec plein d'autres collègues donc, qui font toute cette formation et accompagnement aux enseignants, car les enseignants, bien sûr, ils résistent, car ils sont à la croisée des plein de tensions. Et c'est normal qu'il y ait parfois de la résistance parce qu'un enseignant a la responsabilité de se demander est-ce que ça apporte de la plus-value pédagogique. Et si la réponse est non, le numérique n'a pas sa place. Et il y a beaucoup d'usages du numérique qui n'ont pas leur place en éducation. Et la résistance des enseignants, c'est quelque chose qu'il faut prendre en positif et qu'il faut accompagner et co-construire. Si on leur propose des outils top-down, ils vont les jeter, ils vont résister. Si on construit avec eux, on leur donne des outils qui puissent être hackés ou détournés un peu au sens d'Héloïse, là on peut faire autre chose. Mais ça demande des approches novatrices. Ça, je vous invite à aller plutôt vers Caroline, parler Change Lab et activités transformatrices, parce que c'est tout un métier. C'est pas parce qu'on a une belle solution qu'on peut l'atterrir en éducation facilement. Et je pense que ça nous amène au dernier point, les chantiers, qui est celui de la collaboration entre sciences de l'éducation, psychologie, sociologie des usages, sciences du numérique, car ce sont des défis qui impliquent plusieurs dimensions. Et pour élever ces défis, il faut qu'on travaille ensemble et de manière interdisciplinaire. J'en profite peut-être parce qu'il y a eu plusieurs renvois à Caroline. Caroline, si tu peux juste lever la main pour que les gens t'identifient un peu. Comme ça, ensuite, quand on ressortira. Voilà, exactement, quand on ressortira, puis qu'on aura quand on aura le temps pour échanger, comme ça vous saurez. Très bien. Sally, qu'est-ce que tu vois comme enjeu? For the future. Future, yeah. Ouais. I mean, obviously I come from I'm doing it from a different direction from the others. So for me, it's part of for me personally and my research projects, I think I'm interested in making literature dynamic. I'm working this out, and also in a kind of visual narratology in a way, and so I do this in different ways, using different tools.
But I think this is a very interesting area for me to make narratives dynamic. And Minecraft is a very effective way of doing that I can myself create as well. You know, I'm not so confident to go off and use Unity or something. So yeah, I think the future is very dependent on government investment. This is an issue for us. What I find when I go into primary schools, there are many resources. Many primary schools have 20 iPads, 30 iPads. They do a lot of work. But if I go into secondary schools, there's nothing. Often nothing at all. I have to acquire them to take with me. So I think making governments commit to digital learning is a really big issue. For us, it's a big issue in the UK, definitely at secondary level. And for example, Minecraft, Wales, because now we have separate government, Wales, the government of Wales, did a deal with Minecraft to make it free in all Welsh schools. So, you know, this is a massive step forward, actually. Yeah, sure. And we need these kinds of initiatives from government to realise, you know, actually that it's not just sort of, yeah, it's just a different way of learning, but it's a way of learning that's so motivational, you know, that there is an inherent negative bias for sure, that it's somehow not intellectual, it's not, you know, you're just playing, which is of course bizarre because you're learning through play. But yeah, so I think this is a big issue as well at a larger level. Super. Bon, écoutez, malheureusement, on voit qu'on pourrait parler pendant des heures. Hein. Donc, c'est un petit peu notre problème. Malheureusement, vous avez vu qu'on a un programme très généreux, donc ça veut dire assez chargé aussi. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde.